Nous allons à présent nous intéresser de manière plus succincte à la destruction de la couche d'ozone, une problématique qui a été très médiatisée dans les années 1980-90, mais qui a pu être en partie maîtrisée depuis quelques années maintenant. Alors, la couche d'ozone, elle est située dans la stratosphère, c'est-à-dire dans les hautes couches de l'atmosphère, au-delà de 15 km d'altitude. 90% de l'ozone atmosphérique est présent dans la stratosphère, et à ce niveau-là, l'ozone joue un rôle très important car il permet de filtrer les rayons UVB qui sont des rayons nocifs. Il ne faut pas confondre la couche d'ozone présente dans la stratosphère avec l'ozone troposphérique dans les basses couches de l'atmosphère, où là, sa présence peut générer des dommages pour la santé humaine et la végétation, comme nous le verrons plus tard lorsque nous parlerons de smog photochimique. Ici est présenté de manière schématique le rôle de la couche d'ozone dans la protection contre les UVB. Il faut savoir que certains composés halogénés, chlore et brome essentiellement, peuvent réagir avec l'ozone présent dans la stratosphère. Ces composés, ils proviennent essentiellement de substances anthropiques qui sont dégradées dans l'atmosphère. Nous reviendrons sur ces substances dans la slide suivante. Nous allons regarder ensemble tout d'abord le processus de destruction de l'ozone. Il est le suivant. L'atome de chlore, ça peut aussi être un atome de brome, réagit avec l'ozone pour former une molécule de dioxygène et du monoxyde de chlore. Le monoxyde de chlore réagit ensuite avec un atome d'oxygène présent dans la stratosphère pour libérer l'atome de chlore. Cet atome peut à nouveau réagir avec une molécule d'ozone. Le bilan net de ces deux réactions est 2 ozones génèrent 3 dioxygènes, avec l'atome de chlore qui joue le rôle de catalyseur. Ainsi, l'équilibre naturel de l'ozone est rompu et il y a destruction de la couche d'ozone. Donc, les molécules responsables de la destruction de la couche d'ozone sont essentiellement les halocarbures, qui sont émis par les activités anthropiques. Ces halocarbures contiennent des atomes de chlore ou de brome. Parmi ces halocarbures, on peut surtout citer les CFC, chlorofluorocarbures ou fréons. Ils sont responsables de 80% de la destruction de la couche d'ozone. Ces CFC étaient en fait autrefois présents dans les aérosols, les bombes à aérosols, ou dans les frigidaires, où ils jouaient le rôle de gaz frigorigène. Alors, en effet, les CFC ont de très intéressantes propriétés physico-chimiques. Ils sont ininflammables, stables, inertes et très peu coûteux à fabriquer. C'est pourquoi ils ont été massivement utilisés. Bien entendu, jusqu'à la découverte de leur rôle dans la destruction de la couche d'ozone. Effectivement, dans les années 70, des scientifiques alertent sur la problématique de la destruction de la couche d'ozone et les États ont été très réactifs. Suite au protocole de Montréal, signé en 1985 par de nombreux pays, un accord international a été trouvé pour tout d'abord réduire la production de CFC à partir de 1989 et enfin stopper cette production en 2011. Aujourd'hui, il est donc interdit de produire et d'utiliser ces molécules. Ainsi, on observe aujourd'hui que le trou dans la couche d'ozone se résorbe, mais il faudra encore attendre de nombreuses années pour retrouver un état équivalent à celui des années 1970. En termes d'impact, la destruction de la couche d'ozone génère une augmentation de l'exposition aux UVB, comme on l'a vu. Donc, ces UVB en fait détériorent l'ADN des cellules et perturbent les divisions cellulaires des micro-organismes. En termes de dommages sur la santé humaine, cela va engendrer des cancers de la peau, des cataractes ou encore des immunodépressions. Sur les écosystèmes, on va pouvoir avoir des dommages sur la croissance des plantes ou encore une perturbation de la croissance du plancton. Donc, le deuxième impact environnemental lié à l'ozone, cette fois-ci dans la troposphère, est donc le smog photochimique. Il faut savoir que le smog photochimique, ou parfois appelé oxydation photochimique, est l'une des 2 problématiques liées à la qualité d'air en ville, qui est un vrai problème sanitaire en France et dans le monde. Par exemple, la pollution de l'air en France cause 48 000 décès par an.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans les zones urbaines, on appelle smog un mélange de brouillard et de fumée chargé en polluants. Et on va parler de smog photochimique lorsque cette pollution est riche en ozone. En fait, l'ozone va être produit lors d'une réaction impliquant les rayons du soleil, la chaleur et deux types de polluants, les oxydes d'azote et les composés organiques volatiles. Le mécanisme de formation de l'ozone est le suivant. En journée, dans les milieux urbains, les oxydes d'azote vont être photolysés par les rayons UV pour former du monoxyde d'azote et un oxygène. Ensuite, une seconde réaction va pouvoir se produire. L'oxygène va directement réagir avec une molécule de dioxygène pour former de l'ozone. Normalement, l'ozone peut directement réagir avec le monoxyde d'azote de la réaction 1. Néanmoins, il y a d'autres composés, les composés organiques volatiles, qui vont fournir des radicaux libres, qui vont oxyder le monoxyde d'azote en dioxyde d'azote et ainsi empêcher la réaction 3. Ainsi, dans un milieu pollué en oxyde d'azote et en composés organiques volatiles, il y aura une production nette d'azote. Donc, les NOx, oxyde d'azote et les COV proviennent de la combustion de carburants fossiles. En ville, les sources d'émissions sont essentiellement associées au transport, au chauffage et à l'industrie. En ce qui concerne les NOx, il faut savoir que ce sont les moteurs des véhicules diesel qui sont les plus problématiques. L'ozone troposphérique est fortement oxydant. Effectivement, vous savez par exemple que l'ozone est utilisé comme désinfectant pour désinfecter l'eau des piscines ou encore même l'eau potable. Ainsi, ce pouvoir oxydant va permettre à l'ozone de réagir avec les composants cellulaires. Pour la santé humaine, ça va engendrer des problèmes respiratoires et des irritations oculaires. Aussi, l'ozone va perturber l'activité photosynthétique des végétaux. Enfin, d'un point de vue socio-économique, l'ozone oxyde certains matériaux et peut donc dégrader les bâtiments. La deuxième problématique de dégradation de la qualité d'air en ville est liée aux particules. On mesure en général les particules PM10 de taille inférieure à 10 microns, 6 à 8 fois plus petites que l'épaisseur d'un cheveu, et les particules PM2,5, inférieures ou égales à 2,5 microns, c'est-à-dire à la taille environ d'une bactérie. Donc les premières, les PM10, vont facilement pénétrer dans l'appareil respiratoire, alors que les PM2,5 peuvent en plus se loger dans les ramifications les plus profondes des voies respiratoires. Ces particules sont aussi liées à la combustion de ressources énergétiques, comme vu précédemment avec les oxydes d'azote et les COV. Il faut savoir que les sources principales sont alors, les feux de bois, c'est pour ça qu'en général les feux de bois sont souvent interdits en milieu urbain, comme à Paris. Les pots d'échappement des voitures diesel, encore une fois, et certaines industries. Ces trois sources sont celles qu'on retrouve majoritairement dans les villes françaises, comme le montrent les deux camemberts de cette diapo. Alors on peut voir qu'en Île-de-France, les particules PM10 et PM2,5 sont dues principalement au trafic routier, au secteur résidentiel via le chauffage et à l'industrie manufacturière. À l'échelle de la France, les zones où les concentrations en particules sont les plus fortes sont les zones urbaines et les zones industrielles, comme la vallée du Rhône. Ces particules qui vont pénétrer dans le système respiratoire vont engendrer des dommages sur la santé humaine essentiellement, allergies, pathologies cardiovasculaires, gorge irritée, toux, etc. Nous allons voir à présent le phénomène d'acidification des milieux, sols ou aquatiques, dû aux pluies acides. L'acidification est due à la présence dans l'atmosphère de polluants pouvant réagir avec l'eau pour former des espèces acides. Nous avons trois sources principales de polluants, ça va être le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote et l'ammoniac, qui peuvent donc former avec l'eau soit de l'acide sulfurique, soit de l'acide nitrique. Alors, ces polluants proviennent encore une fois de la combustion des carburants fossiles,
Néanmoins, l'agriculture est aussi responsable de la formation d'ammoniac via l'épandage d'engrais azotés. L'acidité des eaux douces peut indirectement engendrer des dommages sur la santé humaine. Lorsque l'eau prélevée pour produire de l'eau potable est trop acide, des métaux provenant des canalisations peuvent se retrouver dans l'eau potable. Cela peut générer notamment une toxicité due au plomb qui est responsable d'une maladie qu'on appelle le saturnisme. Néanmoins, cette problématique n'est plus d'actualité, du moins en France, puisque le pH de l'eau potable est aujourd'hui contrôlé et les canalisations en plomb sont aussi remplacées. Par contre, les conséquences sur la faune et la flore sont encore nombreuses. On peut citer décoloration, défoliation et nécrose des feuilles pour les végétaux et une perturbation des milieux concernés par l'acidification des sols ou des eaux douces. Enfin, les plus acides vont aussi dégrader les bâtiments, notamment ceux construits avec des pierres calcaires. À présent, intéressons-nous à un impact lié à la qualité de l'eau, l'eutrophisation des eaux douces et des eaux marines. L'eutrophisation, en fait, c'est le processus par lequel des nutriments s'accumulent dans un milieu ou un habitat. En général, ce milieu ou cet habitat est un milieu aquatique. Ces excès de nutriments, ils proviennent essentiellement des activités agricoles et des stations d'épuration des eaux usées. Ces deux types d'activités rejettent des effluents riches en azote et en phosphore. En effet, l'agriculture utilise de nombreux engrais chimiques et organiques à base d'azote ou de phosphore, comme le nitrate d'ammonium par exemple. L'apport en excès de ces engrais dans les champs agricoles va générer des nitrates et des phosphates qui vont s'écouler vers les milieux aquatiques bordant les champs agricoles. Les stations d'épuration, elles, vont générer ces substances azotées et phosphorées via le traitement des effluents domestiques, qui sont très riches en azote et phosphore. Alors, suite à cet apport nutritif en excès, il va y avoir un développement d'algues dans les milieux aquatiques. En effet, les algues se nourrissent d'azote et de phosphore, et en parallèle, elles vont consommer tout l'oxygène présent dans les milieux aquatiques. S'ensuit un appauvrissement de la teneur en oxygène et une mort certaine de certaines espèces aquatiques comme les poissons. Alors, en France, l'eutrophisation est une problématique de qualité des eaux majeure. L'exemple le plus marquant est le développement d'algues, parfois toxiques d'ailleurs, en Bretagne. Ce développement d'algues est dû à d'importants rejets de lisiers qui sont très chargés en azote, parce que cette région est la première productrice de porc en France. Donc, sur les slides, quelques photos qui décrivent ce problème d'eutrophisation des zones aquatiques bretonnes. Les dommages induits par l'eutrophisation sont essentiellement liés aux écosystèmes via l'asphyxie des milieux aquatiques et la mort de poissons et d'insectes, mais aussi via l'apparition de composés toxiques ou corrosifs. On pourra citer le sulfure d'hydrogène et l'ammoniac, qui sont générés par les bactéries qui se développent dans ces milieux. Il y a aussi destruction d'habitats pour la faune par les algues qui vont coloniser les cours d'eau. Pour la santé humaine, la qualité d'eau va être dégradée car elle va contenir des nitrates qui peuvent être problématiques. Donc les nitrates peuvent être problématiques à forte dose. Enfin, d'un point de vue socio-économique, l'eutrophisation va générer des nuisances esthétiques et odorantes qui vont être néfastes pour les activités de loisirs et de tourisme. Enfin, en plus de ces impacts spécifiques, nous pouvons aussi introduire la problématique générale de la toxicité et de l'écotoxicité. La toxicité est la capacité d'une substance à provoquer un effet néfaste, voire mortel, pour un être humain, pour la faune ou pour la flore. On parle de toxicité humaine lorsque la santé humaine est exposée à ces substances, qui vont provoquer des effets cancérigènes ou non cancérigènes. On parlera plutôt d'écotoxicité lorsque ces substances vont toucher les écosystèmes. Une large gamme de contributeurs ont des effets toxiques et sont présents à des doses relativement importantes dans l'environnement, tels que les métaux lourds, de nombreux composés organiques volatiles, les pesticides, etc.
Alors, je n'irai pas plus loin dans cette problématique très large, ici. En effet, vous abordez déjà cette problématique dans d'autres cours. Alors, j'en ai fini pour la présentation des impacts principaux sur l'environnement. Alors, ma liste n'était pas exhaustive, hein, il existe bien entendu d'autres impacts qui n'ont pas été traités ici. La deuxième partie du cours concernera l'évaluation de ces impacts pour un produit ou un service anthropique via la méthodologie de l'analyse du cycle de vie.